Bienvenue dans Agora, votre émission de débat citoyenne et participative. Nous sommes à Corté. Au programme, la drogue, ce fléau qui frappe de plein fouet la jeunesse insulaire, déjouant les espoirs de ceux qui espéraient que l'île pourrait être épargnée. Face à cette tendance inquiétante, la lutte se poursuit. Acteurs institutionnels ou associatifs sont mobilisés afin d'endiguer une consommation de stupéfiants qui a malheureusement pris un caractère banal pour de nombreux jeunes insulaires. Drogue, une jeunesse gangrénée, c'est maintenant dans Agora. Eh bien, nous nous retrouvons dans les locaux de l'Université de Corse et de la bibliothèque universitaire, plus précisément. Comme à l'habitude, avant de retrouver mes invités, eh bien, je vais donner les téléphones portables Agora qui vous permettent de nous filmer durant nos échanges. Merci. Votre regard nous intéresse. Et évidemment, ces images seront utilisées au moment final du montage de l'émission. Comment allez-vous? Merci à vous trois d'être sur le plateau d'Agora. Avant qu'on débute nos échanges sur le thème de la drogue et de la jeunesse, je voulais vous faire partager cette vidéo que nous avons réalisée en amont de l'émission avec le docteur Laurent Carilla. En fait, il est porte-parole de l'association SOS Addiction, que vous connaissez sans doute. Je lui ai demandé quelle proportion représentaient les jeunes parmi la population qu'il est amené à croiser dans le cadre médical et dans le cadre de cette association. Nous l'écoutons. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à venir consulter. Ils sont le plus souvent amenés par leurs parents pour des évaluations sur des consommations, on va dire, excessives de cannabis, d'alcool, mais aussi comportementales, comme des comportements de consommation addictive aux écrans. Donc on est essentiellement dans cette demande-là, et ça prend une part importante maintenant des demandes de consultation. On a notamment, nous, un hôpital de jour spécifiquement dédié aux jeunes, qu'on appelle l'hôpital de jour ado, donc pour mettre en place des programmes ambulatoires, donc en consultation, et si nécessaire, des hospitalisations pour les aider à s'en sortir. Alors, un rapide tour de table à partir des éléments que nous présente le docteur Carilla. Claire Duport, vous êtes sociologue, responsable de recherche au sein de l'association Transversité et coordinatrice de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Alors, ces éléments... En PACA, vous avez raison. Ces éléments correspondent-ils aux données générales dont vous disposez concernant les jeunes et la proportion qu'ils peuvent représenter aujourd'hui au niveau notamment de ce que repère l'OFDT? Ce dont parle ce médecin, ce sont les jeunes qui viennent consulter, qui sont en effet plus nombreux qu'auparavant, mais sans doute parce que les consultations sont plus accessibles et parce que les jeunes et ou leur entourage sont mieux informés sur ces consultations. On sait maintenant qu'on peut aller consulter, on sait que c'est gratuit, on sait que le regard moral n'est pas du tout. Voilà. Ça ne veut pas dire que les jeunes sont plus nombreux à consommer. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Il y a une nuance. Lisandre Colombani, vous êtes psychologue clinicien à l'antenne de Bastia de l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie. On parlera d'AMPA pendant cette émission, si vous en êtes d'accord. De votre côté, quelle part représentent les jeunes dans vos consultations liées à la consommation de stupéfiants? Alors, ils sont assez marginaux parce que ce sont des chiffres déjà sur les moins de 30 ans, si on cible là-dessus. Sur notre file active globale de 2018, c'est moins de 20%, en sachant que les premiers motifs de consultation, en général, c'est alcool, tabac, cannabis. Enfin, on n'est pas que sur des drogues illicites. Mais pour rejoindre ce que disait Claire juste à présent, c'est pas parce qu'ils ne viennent pas chez nous qu'ils n'existent pas. Ça, on est bien d'accord. Alors vous, Félix Bonnard, dit-vous, l'animateur territorial de la ville d'Ajaccio qui intervient au niveau du quartier des Jardins de l'Empereur. Vous êtes sur le terrain. Qu'est-ce que vous observez? Et là, on veut du concret au niveau justement de ces consommations qui peuvent potentiellement concerner les jeunes, consommation de stupéfiants. Si on revient à partir de 1970, il y avait l'héroïne sur Ajaccio, la Corse. À l'année 90, il y a eu un peu des consommations, avec même une campagne à l'époque anti-drogue par un mouvement politique. Ça s'est calmé un tout petit peu, et puis après on a vu une résurgence à partir de 2000. Ce que dit le professeur Carrera est intéressant parce que, bien évidemment, alors après, il y a toujours ce débat qui fait que est-ce que ceux qui consultent
ce sont ceux qui, entre guillemets, comme disaient les jeunes, touchent, parce que là, on dit on touche. C'est le terme, oui. C'est le terme, on touche. Ou est-ce que c'est un peu, permettez-moi une parabole, comme le Tour de France, ça veut dire que l'UCI dit qu'il n'y a plus personne qui touche, mais seulement celui qui gagne, il bat les records d'Armstrong. Donc, vous voyez, je veux dire, il faut faire attention en se disant, il y a les chiffres, il faut les écouter, il y a ceux qui travaillent dessus, il faut encore plus les écouter, mais il faut regarder au niveau du terrain. Et ce qu'on perçoit au niveau du terrain, c'est qu'on est quand même dans une société addictive, de la performance, où on veut tout le temps être un peu reconnu. Dernièrement, j'étais un jeune qui m'a dit, c'est un peu la mode. Et, on va y revenir sur cet élément social qui est très intéressant. Mais alors, vous avez parlé justement de chiffres. Et moi, il y a un chiffre qui me frappe assez. Si on considère que le cannabis peut être une potentielle porte d'entrée vers des drogues plus dures que vous avez commencé à évoquer, Félix Bonnard. Justement, quand on regarde un petit peu l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, je crois qu'il y a une étude assez intéressante qui a été menée sur les jeunes de 17 ans et leur rapport aux drogues, l'alcool, le tabac, donc chez les ados. Et on se rend compte en fait que l'usage du cannabis est très fortement implanté dans le sud de la France d'une manière générale. Et on découvre qu'en Corse, ils ne sont que 15% à avoir déjà consommé du cannabis, ou en tout cas à le déclarer. Quel est votre rapport à ce chiffre, 15% au niveau de la consommation de cannabis chez les jeunes Corses? Si on ne regarde que les chiffres, en effet, ce qui est plus problématique dans les consommations des jeunes gens en Corse, c'est l'alcool. Les ivresses massives, etc. Ceci étant, Félix a raison, les chiffres ont tendance aussi à occulter. D'abord, c'est du déclaratif. Donc, on est bien d'accord aussi. Puis les chiffres ont tendance à masquer des comportements qui peuvent être des comportements problématiques, quand bien même les consommations ne le seraient pas. Et la question, c'est de se poser. La question à se poser, c'est à quoi servent les drogues? Et dans une société de la performance, les drogues, elles viennent prendre place là où un individu normalement constitué ne peut pas correspondre à ce qu'on attend de lui, riche, bien portant, toujours au taquet, etc. Donc voilà, par exemple, on voit arriver massivement ces 4-5 dernières années la cocaïne dans des mondes sociaux, générationnels et culturels très divers, ce qui n'était pas le cas, mais c'est aussi parce que c'est une drogue qui vient prendre place dans ce qu'attend la société de nous, quoi. Alors, disons donc, Lambagne, cette notion de société de performance, vous, le psychologue, j'imagine que vous êtes potentiellement confronté à ce type de problématique chez les jeunes qui consomment du stupéfiant? Oui, du coup, c'est quand même assez dur de les orienter vers le soin, puisqu'ils ne sont pas du tout dans cette demande-là. Ils sont vraiment dans une manière... Ça devient un petit peu la norme. Alors, la mode, la norme, c'est une manière de s'inscrire dans la société dans laquelle ils vivent. C'est-à-dire que c'est tellement répandu que pourquoi pas consommer. Enfin, ça devient. C'est devenu terriblement banal. En fait, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Oui, c'est un constat un peu négatif, terrible, mais. Et ces gens-là, ils vont pas forcément aller dans l'addiction, parce qu'il y a aussi cette notion à avoir, c'est-à-dire qu'on peut être dans un usage simple, ce qu'on va appeler une consommation très occasionnelle, voire récréative. Un usage à risque, c'est-à-dire que là, on commence à prendre un peu trop souvent, etc. Et ensuite, on bascule dans l'addiction. Et après, c'est même pas encore dit que ces gens-là viennent consulter. Il y a aussi la justice, à un moment donné, qui peut faire... Oui, et notamment une partie des jeunes que vous êtes amenés à rencontrer vous sont amenés via par les juges ou... Au niveau des produits, cannabis, cocaïne, héroïne, est-ce que ça fait bel et bien partie de cette banalité et de ce que vous voyez tous les jours au quotidien dans les quartiers? Oui, ça fait partie. Malheureusement, c'est devenu une banalité. On en parlait dernièrement, sans faire de trucs, mais bon, pour certains, il ne manque plus que l'enseigne. Il ne manque plus que l'enseigne. C'est-à-dire qu'ils sont au vu au-dessus de tout le monde. Ça va, ça arrive, salut, bonjour, coucou, voilà, très bien. Bon, je veux dire, il leur manque plus que le cirette et le cabis. Donc, on y est. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cannabis, c'est fait pour faire entrer de l'argent et pour acheter la cocaïne. Je veux dire, bon, c'est ça qui est fait. Souvent, on retrouve beaucoup de ça. Claire Duport, qu'est-ce qui se passe au niveau de la cocaïne, dont on entend beaucoup parler en Corse? Parce que j'ai l'impression qu'elle est plus accessible que jamais. C'est quand même une drogue qui coûte de l'argent, contrairement au cannabis. Oui. Je pense aux jeunes, notamment, à l'accès aux jeunes à ce type de drogue.
Alors, si je peux me permettre sur deux choses que vous avez dit précédemment, évidemment l'émission est consacrée aux jeunes, mais les jeunes ne constituent pas loin de là. La plus prégnante, voilà, la part la plus prégnante. Et puis vous avez dit aussi que le cannabis pouvait être une porte d'entrée. Voilà. En l'occurrence, non. C'est-à-dire qu'on voit bien que cette idée qu'on passerait du cannabis... C'est une idée un peu vieillissante, ça Ouais. En tous les cas, c'est une idée qui, dans les faits, ne se retrouve pas. D'accord. Voilà, c'est une idée. Alors, par rapport à votre question, à la dispo. Et puis la troisième chose, c'est que banal ne veut pas dire anodin, y compris pour ceux qui sont impliqués très fortement dans les consommations et ou dans les trafics. Alors, vous dites que c'est une drogue chère. Oui et non. C'est une drogue qui, au gramme, se vend, on va dire, entre 80 et 100 euros sur les marchés français habituels. Mais... Voilà, ça peut aller jusqu'à davantage, selon si on se la fait livrer, si bon. Mais la cocaïne, elle est aujourd'hui quasi doublement dosée par rapport à ce qu'elle était en 2011. Aujourd'hui, on a dans les moyennes des taux de cocaïne saisis dans la rue ou analysés, puisque nous avons des dispositifs pour analyser les produits avec des usagers, elles sont dans les 60-69% de cocaïne, donc un taux de pureté du produit qui est quasiment le double. Donc ça veut dire, alors que le prix n'a pas doublé. Donc ça veut dire quand même que, d'accord, il faut avoir 80 ou 100 euros, mais avec un gramme de cocaïne, vous vous faites plaisir plus longtemps qu'il y a une dizaine d'années. D'accord. Lisandre, par rapport à ce que vient de nous décrire Claire Duport, et notamment ce terme que je retiens de familiarité. Oui, ben, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait précédemment. C'est une familiarité parce qu'il y a aussi eu sur les 30 dernières années une baisse des prix quand même de la cocaïne. C'était quand même une drogue de la jet set qui coûtait extrêmement cher. Il y a aussi, je pense, cette représentation sociale qui est en jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans une société, alors corse ou pas forcément, mais de consommation, etc., où quand on est en mesure de consommer, on s'inscrit dans quelque chose, on s'insère socialement. Et la cocaïne, à un moment donné, ça a été aussi représenté comme je peux consommer comme la jet set. Ah oui, je comprends. Au moment où ça a basculé. Et après, ça s'est répandu. Il y a une offre qui est conséquente, mais qui répond aussi à une demande. Donc, moi, mon travail est plutôt de s'interroger là-dessus. Docteur Laurent Carilla, je lui ai demandé aussi une petite réaction justement sur l'évolution des consommations qu'il relevait parmi les jeunes. Je vous laisse découvrir ce qu'il nous dit. Parmi les évolutions des consommations chez les jeunes, on a vu au fil des temps, et au fil du temps d'ailleurs, sur ces dernières années, des modifications. Il y a beaucoup plus de troubles liés à l'usage de cannabis, d'addiction au cannabis. Il y a beaucoup plus de binge drinking, des consommations d'alcool importantes en groupe. Il y a aussi le phénomène d'alcoolorexie, où des jeunes filles jeunes et boivent comme du binge drinking pour être ivres plus vite. On a aussi des consommations de type essai de cocaïne, avec une expérimentation à l'âge de 17 ans qui est assez importante en France. On a également tout ce qu'on appelle l'usage d'opioïdes, notamment dans les boissons qu'on appelle purple drunk. Donc voilà, en gros, les évolutions sur les substances. Ça, je vous ai vu beaucoup opiner du chef, Félix, ça vous parle très clairement. Oui, non, mais c'est inquiétant, parce qu'on peut parler des chiffres, on peut parler de ce qu'on voit, tout ça et tout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, on puisse revenir en arrière et se dire que, finalement, les gens, comme 2 milliers de personnes en Corse, parce qu'il y a 2 milliers de personnes en Corse qui font du sport, qui font de la culture, ainsi de suite, mais... On dit souvent, il y avait quelqu'un qui disait une société qui ne sait pas s'occuper de son pire ne saura jamais s'occuper de son meilleur. Et souvent, on s'occupe ni du meilleur ni du pire. Donc, à partir de là, je pense qu'il faut véritablement, nous, on professe ça. C'est-à-dire qu'on lutte pour que la société parle. Nous, on dit, in corso si dice, on si dice nulla, non si perde nulla. Si on dit rien, on perd rien. Ni les familles qui sont un peu dans le déni, ni les politiques qui ne veulent pas, à un moment donné, parce que c'est tellement familiarisé, ils ont peur, tout ça et tout. Alors, on ne dit rien et on laisse comme ça couler. On va y revenir. Claire Duport, juste peut-être pouvez-vous nous apporter une petite précision en fonction des chiffres dont vous disposez, parce qu'il y a les consommations, et aussi la notion de trafic. Je voyais que les autorités estiment que le trafic de drogue en Corse, ces dernières années, c'est structuré. Il faut dire qu'il y a eu quelques prises qui ont peut-être un peu marqué les esprits. Il n'est pas rare qu'on présente donc la Corse comme une
plaque tournante désormais au niveau du trafic. Est-ce que c'est la lecture que vous avez, vous, au niveau des stupéfiants? Pas vraiment. Après, je vais le dire avec beaucoup de circonspection parce que j'ai pas travaillé sur les terrains corses. Donc, mais pour ce qu'on en sait, la France en soi n'est plus une grande plaque tournante des drogues aux échelles massives. D'accord. Voilà, aujourd'hui, les espaces d'arrivée massive des drogues, cannabis, cocaïne, héroïne, ne sont plus... La France est une sorte de bout de chaîne. J'ai bien compris. Lisandro Colombagne, je voulais savoir si vous, au niveau des consultations que vous pouvez faire, on a parlé d'un certain nombre de produits depuis le début de cette émission, vous voyez des variations en fonction des micro-régions, de la Haute-Corse, de la Corse du Sud. Est-ce qu'il y a des usages différents à l'échelle simplement du territoire insulaire? Oui, alors moi j'interviens uniquement sur la Haute-Corse, mais... Tout à fait, mais j'imagine que vous on est en échangez. lien, voilà, L'AMPA est une voilà, entité régionale. régionale. On en parlait même tout à l'heure, il y a plus, par exemple, d'héroïne, le marché de l'héroïne est plus présent sur Ajaccio, par exemple. Sur Bastia, c'est très marginal. Ah oui. Et en général, on questionne aussi... d'ailleurs, enfin, c'est une constatation. Oui, l'offre est peut-être... Voilà, il y a un réseau peut-être plus étayé sur Ajaccio. Après... on se retrouve quand même dans des situations assez surprenantes, c'est-à-dire qu'on a des micro-régions comme le Niol, la Balagne, où on a des consommations de cocaïne qui sont faramineuses. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des régions très rurales, un peu enclavées. On se dit, bon, on a toujours un peu l'image que c'est un peu préservé tout ça, alors que pas du tout, c'est vraiment très très répandu. Elle est partout, des très villes, détachée du soin. Aux régions les plus rurales. Alors, arrivé à ce stade de l'émission, peut-être y a-t-il dans le public, je vois qu'il y a quand même pas mal de jeunes, alors c'est pas un sujet facile à aborder, mais est-ce que ces échanges vous ont déjà peut-être, vous amènent à une observation, peut-être à une question à l'un de nos invités? Monsieur, non? Ah non, pas pour l'instant. Jeune homme, présentez-vous, n'hésitez pas. Pierre-Joseph Paganet, je suis étudiant dans un syndicat étudiant, donc nous... c'est une question qui importe, la drogue en Corse. On sait que voilà, ça progresse, c'est malheureux. C'est quelque chose qui est terrible pour la jeunesse. Nous, au quotidien, on lutte contre la drogue, donc ça passe par la sensibilisation. Je pense qu'il y a des campagnes qui doivent être faites de manière plus générale. Donc dans l'éducation, ça doit passer par le secondaire, parce que je pense que c'est de plus en plus répandu dans les... Pardon, excusez-moi. Hein. Je vous en prie. Dans les lycées, surtout dans les collèges aussi, je pense que c'est vraiment de plus en plus répandu et qu'il y a un travail à faire là-dessus. Et nous, au sein des syndicats étudiants, justement, à l'université, on a un travail à faire là-dessus. Voilà. C'est une très bonne remarque et je pense que Félix Bonnard ne sera pas opposé à l'idée que cette sensibilisation doit se faire de la façon la plus précoce possible, être organisée, orchestrée, enfin quelque chose quand même de structuré à ce niveau. Moi je pense qu'il faut faire une grande campagne de sensibilisation et je vais, vous savez, je vais même aller plus loin. Dernièrement, j'ai écouté un homme politique qui a posé le problème. Hein. C'est M. Mortigny à la communauté des communes qui a posé le problème sur Calvi et il disait, comme ça les jeunes n'iront pas vers des dealers. C'est vrai, mais moi je vous dis franchement, je veux dire, moi je les mets tous dans le même truc. C'est qu'à un moment donné, lorsque vous allez consommer et vous, à un moment donné, vous allez devenir quelqu'un qui va faire un peu de commerce, vous allez devenir un malheureux qui ne va pas faire société. Ouais, je comprends bien. Peut-être un ou deux qui feront un peu d'argent un jour, qu'on retrouvera autre part. Mais je veux dire, c'est la détresse, c'est la précarité, c'est tout. Ça devient même la pauvreté, tout, mentale, intellectuelle, physique, parce que ça va très loin. Donc moi, je professe aussi pour une grande campagne. Vous savez, je le dis souvent, on en parle, des fois même en riant, on a une belle campagne sur les moustiques. Au début, tout le monde riait. Alors il faut couvrir ceci, cela. On peut faire une grande campagne, avec, et ce jeune a raison, avec les collèges, les lycées, que tout le monde travaille sur cette campagne de prévention, avec les parents, surtout avec les parents, mais beaucoup l'école. Très très bien. Beaucoup l'école. Lisandro Colombagne, est-ce que, sans doute est-ce assez délicat, mais on parvient à avoir une espèce de profil des jeunes qui peuvent être amenés à consommer, ou est-ce que ça touche, mais alors là, désormais, vous disiez que ça touchait des centres-villes aux régions les plus rurales, est-ce que ça touche désormais toutes les couches de la société? Oui, enfin, je pense que ça a toujours été le cas de toute façon, mais il
Il n'y a pas de profil type, en fait, parce que parfois il y a des comorbidités psychiatriques, alors qui peuvent soit amener vers une consommation de stupéfiants, soit la consommation de stupéfiants peut faire déclencher une pathologie psychiatrique. Mais après, il y a aussi cet effet de consommation très banal. C'est devenu... Pathologie psychiatrique. Et puis alors, malheureusement, il y a aussi, et peut-être qu'on en parle peu parce qu'il y a une espèce de tabou, des cas d'overdose, des jeunes qui sont amenés peut-être à se suicider à la suite de consommation soutenue. Enfin, il y a un couvercle qui est quand même mis là-dessus dans notre société. Après, c'est un peu délicat parce que c'est qui de l'œuf ou de la poule. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y avait déjà une structure, je dirais, fragile qui fait que la maladie, dépression, peu importe, schizophrénie, se serait déclenchée et que c'est la prise de stupéfiants qui, à un moment donné, peut faire flamber ça massivement. Mais en tout cas, pour revenir à ce que disait le jeune homme tout à l'heure, alors, sur l'éducation, moi, je vais plutôt sur un versant parental parce qu'il y a quand même, je pense, et on le voit dans les milieux scolaires avec les infirmières scolaires, une démission, je dirais, de beaucoup de parents, dans leur rôle de parents, d'éducation, de transmettre certaines valeurs, certaines conceptions de la consommation, etc. Donc, oui, mais alors ça nous renvoie, parce que je vous entends depuis tout à l'heure, moi, c'est quelque chose d'assez frappant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu on ne va pas utiliser les grands mots, mais une espèce d'inversion des valeurs. Vous parliez du combat qui a été mené durant des décennies en Corse. C'est le fameux slogan que tout le monde connaît, à Drogavor. Je veux dire, aujourd'hui, on est quand même très très loin de tout ça. Hein. Je ne sais pas si Félix Bonnard, vous qui avez un peu de recul par rapport au combat qui a pu être mené à l'époque, aujourd'hui, le combat est-il définitivement perdu? Tous les garde-fous se sont définitivement affaissés? Je pense que c'est un combat qui colle à la société. À l'époque, il y avait des gens qui étaient pour une société solidaire, de partage, culturel. Peut-être que c'est devenu plus le cas. Peut-être que bientôt, à l'Université de Corse, on passera un diplôme de touristologie. Et parce qu'à un moment donné, à partir du mois de mars et mois d'avril, en Corse, on devient tous fous. Parce que tout le monde veut son quart d'heure américain, tout le monde veut s'amuser, tout le monde ceci, tout le monde cela. Et à l'intérieur, il y a des gens qui s'infiltrent, il y a des failles, il y a des soirées souvent qui sont déclarées, tout ça et tout. Et puis on s'amuse. Comme ça. C'est une société. On s'aperçoit de quoi? Mais de partout. Les quartiers, par exemple. Les quartiers qui ne sont pas économiquement intéressants. Ils deviennent économiquement intéressants pour ceux qui veulent faire du commerce là-dedans. Et à l'intérieur des centres-villes, il y a ce côté aussi récréatif. Donc il faut faire attention à la société que nous voulons. Par exemple, le quartier dans lequel vous travaillez, les Jardins de l'Empereur, bénéficie d'un contrat de ville. Enfin, je veux dire, les pouvoirs publics sont quand même présents, mobilisent des moyens aussi. Alors, 96-2001, premier contrat de ville. Ouais. Il y a du travail, il y a des moyens. Alors, contrat de ville, c'est tout le monde, c'est CTC à l'époque, Assemblée, Conseil général, État. Il y a de gros moyens, il y a des choses qui se passent très bien. On passe de 16% de délinquance à 6%. Là, maintenant, actuellement, au sein du quartier de Jardin de l'Empereur, délinquance, zéro. Je vous le dis tout de suite, zéro. Incivilité, zéro. En fait, il faut bien comprendre la chose. Vous pouvez avoir, par exemple, une place de deal sans qu'il y ait d'incivilité. Donc là, deuxième contrat de ville, il va s'arrêter dans 1 an et demi. Le premier contrat de ville, il s'est arrêté. Et derrière, il n'y a pas eu le travail qui a été fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas responsabilisé les gens sur le terrain, les parents, les gens, pour créer des choses. Si c'est tout le temps la force publique qui vient, on vient à votre place, quelque part, vous êtes toujours le colon de l'autre. Et là, actuellement, pourquoi on a créé quelque chose d'intéressant? Parce que les parents se sont investis. On va réentendre une dernière fois le docteur Carilla pour SOS Addiction. Vous savez que c'est une association qui dénonce régulièrement les failles de la politique répressive conduite ces dernières décennies, qui ne ferait pas reculer, on le voit bien, la consommation de cannabis, de cocaïne en France. Je lui ai demandé quelles seraient, à son sens, les pistes qu'il conviendrait de suivre pour lutter plus efficacement. Les pistes pour lutter plus efficacement contre les addictions seraient déjà, pour la partie cannabis, pour la partie cocaïne et les autres substances, c'est développer beaucoup plus de recherche pour essayer de trouver des traitements médicamenteux efficaces, combiner les approches de traitement, c'est-à-dire combiner les médicaments avec les psychothérapies dans une prise en charge globale des patients et des patientes. Pour la question du cannabis, ce serait légaliser le cannabis de manière contrôlée, et ça ne concernerait absolument pas les adolescents et les jeunes. De toute façon, tout ce qui est répression, prohibition, etc., on sait très bien que ça fonctionne absolument pas. Il y a aussi toute cette politique de réduction des risques et des dommages qui doivent être mis en œuvre activement et efficacement.
et prendre en compte aussi les addictions comportementales chez les jeunes. Claire Duport, je vous ai vu effectivement acquiescer à plusieurs reprises à ces propos. La répression, ça ne fonctionne pas. Ah non, ça ne fonctionne pas du tout. Nous sommes l'État européen qui a le cadre légal le plus répressif et qui a le plus de consommation et de morbidité. Il faut le rappeler, voilà. Ça, de donc, consommation et de morbidité. Oui, oui, donc ça ne fonctionne pas du tout, du tout. Et puis c'est pas nouveau. On sait depuis très longtemps que punir ne solutionne pas les problèmes. Bien. Moi, je pense aussi qu'une des issues, c'est la légalisation, en sachant quand même que légaliser, c'est pas faire n'importe quoi, c'est même tout le contraire, c'est donner un cadre légal. Voilà, légaliser, c'est donner un cadre légal. Donc on dit légaliser. En fait, il y en a déjà un cadre légal, celui d'une loi qui est en œuvre depuis 1970 et qui, en fait, criminalise tout. Détention, cession, consommation, usage simple, etc. Donc légaliser voudrait dire en fait abroger cette loi de 1970 pour construire un autre cadre légal qui permettrait... Alors moi je pense que ça a de multiples vertus. Ça a des vertus pour la consommation parce que ça nous permettrait de contrôler les produits. Ça permettrait à l'État de contrôler la qualité des produits, ce qu'il y a dedans, ce qui se vend, les prix, etc. Et puis ça permettrait aussi de réduire massivement les violences liées au trafic. Lisandro Colombani, je vous ai vu plutôt d'accord, il me semble. La position de l'AMPA au niveau national, c'est ça, c'est que le législateur, à un moment donné, voit un peu la réalité du terrain, et parce que la répression, c'est inefficace. Ouais. Alors, sur les réponses à apporter, Félix Bonnard dit vous n'avez pas inventé quelque chose de révolutionnaire, mais enfin, je crois que depuis le mois de décembre dernier, vous avez tout simplement mis en place, avec un ensemble d'enfants du quartier, on va appeler ça de votre âge, des plus jeunes, etc., une association sportive, quelque chose d'aussi bête que ça, mais qui n'existait pas. Et je crois que ça a directement à voir, vous allez peut-être nous l'expliquer, avec le combat que certains mènent au niveau de l'usage des stupéfiants. C'était un quartier, entre guillemets, qui était un quartier laboratoire. C'est-à-dire qu'on y a fait des choses, on y a appris des choses. C'est un quartier qui a eu quelques petits désagréments. Et le premier contrat de ville, on n'avait pas des pères de famille. C'était la première génération. C'était les gens qui venaient, qui baissaient un peu la tête, qui se disaient, bon, on est là pour travailler. Là, nous avons des gens qui sont nés à Ajaccio. C'est pas la même chose. Et pour ma part, mon souhait, c'était véritablement de dire à ces gens, maintenant, le contrat de ville, il va s'arrêter. C'est à vous. Vous êtes des Ajacciens. Il faut arrêter de dire tout le temps, vous venez d'un tel. On vient tous de quelque part. Je veux dire, ces Ajacciens qui ont 40 ans, 50 ans, on commence à leur donner de la force. Ils vont s'investir. On a créé une association sportive qui va être, à un moment donné, qui va rayonner sur tout. Mais si vous saviez, comme ça devient intéressant, quand les gens prennent les responsabilités, dans un quartier comme ça, il y a tout qui commence à tourner. Il y a des magasins qui se réouvrent, il y a des gens qui ont de la force, il y a tout. Félix, je pense que Claire Duport, d'ailleurs, va tout à fait dans votre sens, parce que alors vous participez d'une association qui est pas toute récente, je crois qu'elle a été créée en 1999, qui s'appelle Transversité, c'est bien ça. Et vous, justement, l'idée un peu, c'est des chercheurs comme vous, qui s'investissent auprès des populations avec des acteurs sportifs ou culturels, avec notamment une déclinaison des actions qui peuvent concerner la consommation de stupéfiants, la prise de conscience par rapport à ça. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot ? La consommation et le trafic. D'ailleurs, c'était plutôt là-dessus au départ que ces actions ont été mises en place, certainement pas par nous, mais par des habitants des 13e et 14e arrondissements de Marseille, qu'on appelle aussi les quartiers nord, et qui cherchaient à faire face d'abord en fait au sentiment d'impuissance. Parce que c'est vrai que quand on parle drogue, que l'on parle consommation, encore plus trafic, on se sent totalement impuissant. Bien, et donc ce sont au départ des habitants avec des travailleurs sociaux, des acteurs sociaux, militants, les centres sociaux se sont beaucoup mobilisés et qui collectivement mettent en place un certain nombre d'actions. Avec des résultats Absolument. Alors, on y contribue, enfin moi j'y contribue un peu, ça s'appelle Trafic Acteur Territoire, donc il y a tout un tas d'actions avec des résultats. Alors des résultats qui sont évidemment pas quantitativement représentatif. Et on ne change pas la face du monde, ne serait-ce que parce que s'il y a du trafic, c'est aussi parce qu'il y a des gens, des consommateurs, etc. Mais qualitativement, oui, qui permettent à des jeunes gens et des adultes de reprendre leur vie en main.
Très très bien. Alors, écoutez, nous arrivons déjà au terme de l'émission. On voit qu'il y a des actions qui sont menées. Je signalerai quand même qu'en 2018, à travers le Pacte pour la jeunesse, la collectivité de Corse a érigé la lutte contre la consommation de drogue illicite en priorité absolue. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine sur France 3 Corse via Stella. Et comme à l'habitude, je ne saurais jamais trop vous conseiller contre les idées reçues de privilégier toujours le débat.